Moi, je suis un fervent défenseur de ce poste de CRO, qui est un poste un peu nouveau quelque part, hein. Ça fait pas non plus 15 ans que ça existe. Quelqu'un qui, si tu veux, a tous les leviers, qui est un peu un chef d'orchestre du revenu et de ses différentes métriques, ça me paraît fondamental. Si vous êtes leader marketing et que vous avez un projet d'expansion internationale en 2025, vous allez faire face à un gros challenge qui est la gestion de votre website en multilingue. Entre les allers-retours interminables sur la traduction, la gestion de projet et le SEO, c'est un process qui peut être long, coûteux et qui peut vous faire perdre des précieux points de conversion. Mais heureusement, il existe une solution pour ça, c'est Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction en no-code qui vous permet d'avoir un site multilingue et optimisé SEO en quelques minutes seulement. Ils équipent plus de 110 000 sites web dans le monde et vous permettent, en plus de la traduction automatique, d'avoir une révision humaine, ce qui vous permet d'avoir du contenu de qualité, à budget optimisé et sans dépendre de votre équipe IT. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, il y a 3 choses à faire. Déjà, premièrement, vous pouvez aller écouter l'épisode de Conquête que j'ai fait avec Eugène, le CMO de Weglot. Je vous mets le lien dans la description. Deuxièmement, vous pouvez aller visiter le site web de Bulldozer si vous voulez voir à quoi ça ressemble, puisque nous sommes clients Weglot depuis déjà quelques temps. Et enfin, grâce au code Bulldozer15, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur votre première année d'abonnement. Merci à eux d'être partenaires de Conquête et bonne écoute. Mathieu. Mathieu, écoute ce que je te propose. Donc toi, tu es Chief Business Officer de Mooncard. Oui. J'ai 2 questions pour commencer en intro. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire Chief Business Officer? Et la deuxième, c'est quoi Mooncard? Alors la première, Chief Business Officer, alors c'est un CRO avancé, on pourrait dire, puisque en fait chez Mooncard, et en fait je vais répondre aux 2 questions en même temps si tu veux, on a 2 marchés. On a un marché privé dans lequel on pourrait dire que je suis un CRO, avec le full funnel, très classique, marketing, SDR, les sales, CSM, account manager, donc là plutôt CRO. Et sur le marché public, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'on a une business unit chez nous, comme une entreprise dans l'entreprise. Et dans cette entreprise, ça va au-delà du poste de CRO, puisque tu vas avoir des relations avec les institutionnels, tu vas avoir des sujets de facturation, de pilotage financier, de PNL, donc un peu plus avancé qu'un CRO. Et donc, on a appelé ça Chief Business Officer, tout simplement. Mais on pourrait dire que c'est une sorte de gros CRO, quoi, chez Mooncard. Ouais, c'est CRO privé plus public, t'es sur les 2 pans. Ouais. Et donc Mooncard, votre activité? Alors, Mooncard Spend Management, elle existe depuis 2016. On a déjà fait une série C, donc on est assez avancé. On fait pas mal de croissance, champion de la croissance en 2024, selon les Échos, donc hyper content. C'est vrai. Hyper content. Exact. Hyper content. Donc Spend Management, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va adresser le pain point de 3 populations. Première population, les équipes finance compta de nos clients. Ils vont avoir plein de pain points qui vont être automatiser les processus manuels, aller plus vite dans la clôture comptable, récupérer 100% de la TVA avec les justificatifs de paiement, faire les clôtures, faire une intégration comptable pour que les écritures passent en automatique. Enfin, voilà, donc plein de pain points autour de produits financiers. C'est pour ça qu'on est une fintech, comme on dit. Deuxième pain point, c'est population les managers donc qui veulent rendre leurs équipes plus autonomes, leur donner de la liberté, mais en même temps que leur politique de dépenses soit appliquée. Et enfin, le dernier, c'est le end user, qui est le collaborateur, qui va nous utiliser pour dépenser plus facilement, ne pas avancer les frais quand il dépense des choses pour... il invite un client au resto, il ne va pas payer avec sa carte, puis faire une note de frais, attendre d'être remboursé. Il va avoir une carte qui va lui permettre de payer directement. L'argent sera débité sur le compte de sa société, tout simplement. Et si tu veux, tout ça va être orchestré autour de 3 solutions. La première, c'est le SaaS, évidemment, qui est à dispo plutôt des équipes compta. La Mooncard, donc une carte bancaire Visa virtuelle ou physique. Et enfin, l'application qui va permettre souvent au end-user de photographier son justif. Tu as de l'OCR, donc tu as de l'intelligence artificielle qui remplit les champs. Et le justif remonte directement à l'équipe compta, si tu veux. Voilà, donc voilà la présentation de la solution. Trop bien. Et donc, on est à une centaine de salariés maintenant. Une boîte créée en France, Made in France, qui est implantée dans quelques pays européens aujourd'hui. Ok. J'ai déjà pas mal de questions autour des quelques petits sujets que tu as pu mentionner. Je pense que par rapport aux autres invités que j'ai pu avoir dans le podcast, la particularité de Mooncard, c'est du coup d'être très développé, notamment sur le marché public. Oui. Ça m'intéresse de comprendre les tenants et aboutissants, les challenges, tu vois, de comprendre un peu comment ça se passe. Et toi qui as la vue à la fois sur la partie privée et la partie publique,
C'est quoi globalement les grosses différences? Ouais, première grosse différence, la commercialisation, puisque si tu veux, sur le marché privé, bon, on connaît, je vais pas reparler du marché privé, c'est assez évident. Le marché public, c'est un petit peu plus compliqué, puisque ce sont des achats réglementés, dans lesquels, à partir d'une certaine valeur de commande de marché, tu dois passer par le process d'appel d'offres. Le process d'appel d'offres, c'est déjà un business, c'est déjà un mode up à part entière, dans lequel il va falloir avoir beaucoup plus de rigueur administrative, monter des dossiers techniques et aller faire des soutenances. Donc, tu as des cycles de vente qui sont un petit peu plus longs et tu vas avoir de l'identification de projets qui est un petit peu différente, puisque là, on travaille avec des plateformes qui nous poussent en fait les appels d'offres au quotidien avec des flux, si tu veux. Et donc, on répond à ces appels d'offres en fait tout au long de l'année. Et en plus de ça, sur le marché public, là, tu vas avoir des choses qui ressemblent un petit peu au privé, puisque tu peux aussi adresser les entités publiques en direct si la valeur de leur commande est inférieure à 50 000 euros, grosso modo. Et ça s'appelle plutôt l'approche gré à gré ou MAPA, marché à procédure adaptée. Mais grosso modo, la grosse différence sur la commercialisation, c'est plutôt les appels d'offres, où tu vas avoir des équipes quand même qui doivent être hyper structurées, hyper rigoureuses sur le montage de dossiers et énormément de collab en interne, puisque là, on va parler avec les équipes produits, finance, legal, donc beaucoup plus de synergie en interne à avoir qu'une équipe privée où voilà, tu as un playbook que tu vas dérouler plus facilement, quoi, on pourrait dire. Ça, c'est le premier truc, donc commercialisation. Deuxième truc sur les marchés publics et notamment dans notre business, c'est que nous, on fournit des moyens de paiement à l'État. À contrario d'un marché privé, alors marché privé, nous on crée des comptes bancaires pour les clients privés, ils alimentent le compte bancaire et leur Mooncard, leur carte, elle tape en fait dans le compte si tu veux. Le marché public, on n'a pas le droit de le faire, puisque le marché public, on n'a pas le droit de détenir l'argent de l'État. T'as que la Caisse des dépôts qui peut le faire. Et donc, partant de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas avoir un agent public qui va dépenser, ça va pas taper dans le compte de l'État, ça va taper dans le nôtre. Et donc si tu veux, c'est une particularité importante. C'est assez énorme, puisque c'est une barrière à l'entrée assez dingue, puisque nous on avance l'argent à l'État tous les mois, puisque tu as des délais de paiement de 45 jours, et donc grosso modo on fait payer à l'État notre facture de prestat, donc les cartes, le SAS, etc. Mais derrière on avance aussi l'argent des dépenses opérationnelles de l'État. Et donc c'est assez ouf parce que ça paraît anodin comme ça, mais je te parle de centaines de millions d'euros par mois. Bah oui. Et donc tu as une gestion du cash qui est assez ouf. Et donc les flux financiers et la gestion de tout ça est assez dingue. Et c'est pour ça qu'on a des barrières à l'entrée très fortes. Et sur les marchés publics, à ma connaissance, et je connais plutôt bien, on n'a pas de concurrents fintech comme nous. Les concurrents, c'est des acteurs un peu tradis, type. En fait, sur l'usage des Mooncards, ce qui est assez drôle, c'est que les entités publiques, elles nous utilisent comme des cartes essence. Parce qu'à contrario d'une carte Total, Shell, etc., tu prends une carte d'un pétrolier, tu peux aller que chez Total. Tu prends une carte Total, tu vas chez Total. Et nous, avec la Mooncard, tu peux aller dans toutes les enseignes. Et donc, dans un momentum où l'État veut faire des économies, ils veulent aller à la station la moins chère, ils veulent faire moins de kilomètres en cherchant la station, si tu veux, et ils veulent utiliser la grande distrib. Et donc, sur les marchés publics, on est à une immense majorité de business type carte essence et carte de recharge électrique d'ailleurs, parce que tu as tout ça sur la mobilité. Et donc là-dessus, nos concurrents, ça va plutôt être des gros pétroliers ou des gros industriels ou des Edenred, mais plutôt des grosses machines et des banques éventuellement d'ailleurs, mais qui vont être beaucoup moins agiles que nous par rapport à notre innovation, à notre product, quoi, si tu veux. Donc voilà, donc c'est plutôt là les grosses différences. Donc la commercialisation et ce gros truc de barrière à l'entrée de gestion du cash et de la trésor. Et c'est assez ouf. Hein. Tu peux vite te ramasser si jamais tu pilotes pas bien ça, quoi. Ouais. Mais ça, on va dire, c'est une particularité de votre activité à vous. Okay. Tout à fait. Une question que je me pose, c'est donc je reviens encore une fois sur le fait que tu réponds à des appels d'offres. Ouais. Donc ça veut dire que tu dois rentrer dans les cases. Ouais. Donc à la différence du privé où tu crées ta case et tu la donnes à tout le monde et puis tout le monde doit s'adapter. Là, en fait, c'est eux qui te disent c'est dans cette case-là qu'il va falloir que tu rentres. Et toi, du coup, il faut que tu puisses créer un peu l'offre qui va bien, etc. En fait, on twiste un peu le truc. Voilà, parce que, en fait, les appels d'offres, initialement, historiquement, les appels d'offres, je reste sur la carte carburant, c'est le plus simple. Initialement, les appels d'offres carte carburant, c'était des appels d'offres de pétroliers. Ce qui disait, on veut faire un appel d'offres pour X milliers de litres d'essence par an. À la base, c'était ça. Et donc, évidemment, nous, on était bloqués. On galérait, si tu veux, pour contourner un peu les contraintes du marché. On a réussi à rentrer. Et après, les DCE, donc si tu veux, le cahier des charges, on pourrait dire, de l'État, a évolué vers des cartes carburant. C'était plus un approvisionnement en litrage.
Et donc, on a un peu bougé la case quand même pour y arriver. Si D'accord. Mais aujourd'hui, les appels d'offres, ce sont des cartes carburant multi-enseignes en plus. Donc, si tu veux, on a vraiment fait bouger la case. Ah oui, ok. À tel point que maintenant, les pétroliers galèrent pour gagner les appels d'offres. Ah oui, parce qu'ils sont pas multi-enseignes. Ils sont pas multi-enseignes. Et si tu veux, les marchés qu'on a sont assez ouf. Hein. C'est-à-dire, on a la direction des achats de l'État, on a l'accord cadre, on vient de regagner le marché. Bravo. Et on est hyper content. D'autres gros pétroliers ont perdu le marché, donc ça a fait quand même une certaine révolution. Je tairai leur nom par courtoisie, mais des très gros acteurs ont perdu le marché de la DAE. La DAE, c'est tous les ministères en fait. Donc si tu veux, c'est une poupée russe. Le niveau 1, c'est les directions des achats de l'État, et le niveau 2, ce sont tous les ministères. Donc tu as ministère de l'Intérieur, ministère de l'Armée. Je parle d'eux parce que c'est assez symbolique puisqu'on équipe beaucoup de pompiers, de gendarmes, de policiers et des militaires en mission extérieure, etc. Donc, et c'est assez cocasse, mais je pense que les cases, ouais, on les a plutôt tirées à nous en fait là. Ok, et donc j'allais te dire, vu que tu dois rentrer dans les cases et que tu as tes cahiers des charges, etc., moi mon sujet c'est le marketing, tu vois. Je me dis, mais c'est quoi tes leviers marketing ? J'ai le sentiment qu'en fait, tu as zéro levier. En fait, le marketing, il sert à quoi quand tu travailles dans ces conditions-là ? En fait, comment est-ce que tu arrives quand même à faire du marketing dans ce milieu public ? Sur les marchés à appel d'offres, c'est un petit peu limité, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est pas alors c'est plutôt du marketing d'expend, on pourrait dire, que de lend, puisqu'en fait, typiquement, je gagne le marché de la DAE, super, j'ai le niveau 1, si tu veux. Mais comment je ruisselle dans tous les niveaux en dessous ? Et là, ça va être un marketing de content. Donc en fait, on va diffuser du contenu, on va créer des webinars, on va faire des événements, on va plutôt évangéliser autour de notre solution. D'autant que ce sont des marchés multi-attributaires. C'est-à-dire que je gagne la DAE, mais je suis pas seul. On est 4 à avoir gagné la DAE. Donc après, c'est un gros gâteau qu'on doit se partager entre nous. Et donc le content est très fort, puisque en fait, en face de nous, c'est des pétroliers. Donc on doit continuer à évangéliser sur nos avantages multi-enseignes, etc. Donc c'est plutôt du marketing d'expend, on pourrait dire. Par contre, sur le gré à gré, c'est du marketing très classique. Oui. Où là, notre travail, c'est plutôt un travail de renforcer notre autorité, notre crédibilité. Et là aussi, on va faire du content, mais aussi, cette année, on va faire beaucoup de campagnes médias. Tu vois, on va revenir sur des médias, des campagnes médias de Noto. Et là, tu as des canards qui sont dédiés à ça. Hein. Donc, la Gazette des communes, la Revue des maires, tu as énormément de canards qui sont spécialisés là-dedans. Et tu as des salons, puisque j'ai fait le salon des maires il y a 2-3 semaines. Hein, et j'ai fait prise de parole, salon des maires. Donc, marketing un peu plus tradit, un peu moins grosse, tu vois. Mais c'est assez marrant aussi de revenir là-dessus. Mais on est plus à l'étape de Noto, tu vois, crédibilité, autorité sur le marché, je dirais. Ok, très intéressant. Mais tu vois, pour tout dire sur le gré à gré qui va être nos axes forts, on en parlait ensemble la dernière fois d'ailleurs, on va essayer des choses un peu plus grosses, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je peux faire mes approches courrier, dont on parlait offline ensemble. On avait parlé de courrier, ouais. Et tu vois, maintenant, je vais lancer des choses où je vais adresser des courriers aux mairies en leur vantant les mérites de ma carte multi-enseigne et les gains que ça peut leur apporter. Et là, t'as des solutions qui sont des solutions de t'envoies un courrier recommandé, le mec ouvre le courrier recommandé, ça crée une task dans ton CRM, et là, j'ai des SDR qui rappellent. Tout à fait. Bah, donc, on a des moyens de moderniser le truc, quoi. Ouais. Oui, puis tu disais globalement 50 000 euros, enfin en dessous de 50 000 euros, ça te laisse quand même une grosse partie du marché. C'est énorme. Pour des volumes de cartes, c'est énorme. Et tu mènes le SaaS plus le volume de cartes, enfin le prix des cartes. Avant d'y arriver, il faut beaucoup de cartes. Oui, donc tu as quand même une grosse partie du marché que tu peux adresser en gré à gré. Ouais, tout à fait. C'est plutôt un travail d'évangélisation. Bon, j'ai hâte d'avoir le feedback sur l'histoire du courrier. Tu me diras. Donc là, on a parlé de la partie un peu public-privé. Autre sujet que je voulais aborder, c'est du coup, toi, dans ton rôle, tu as à la fois la partie sales, à la fois la partie market. Ouais. Alignement sales-market. Vaste sujet. Bah oui, mais c'est pour ça que tu vois, je me dis, c'est quoi tes techniques ? C'est un vaste sujet. Quand je suis arrivé chez Mooncard, moi je suis arrivé en 2023, les équipes étaient séparées. Et jusqu'à peu d'ailleurs, les équipes étaient encore séparées. Et donc, on avait déjà une collab entre Codir Member, Top Manager. C'est le fondamental, puisque si déjà tu commences à te prendre la tête, à pas t'aligner, c'est déjà un problème. Ça, on l'a réglé quand même depuis des mois et des mois, mais c'était quand même un préalable, je dirais. Ensuite, ça va être, première chose, de partager les mêmes metrics, partager les mêmes définitions. Ce qui n'est pas souvent le cas en fait, les définitions c'est assez important finalement. Et donc si tu veux le premier truc c'est de partager les mêmes métriques
métrique, partager la même métrique d'ailleurs. Nous, on a choisi de définir ce qu'on appelle un SQL chez nous. SQL qui a tout un tas de définitions différentes, mais nous, ce sont les démos qui sont bookées dans les agendas des commerciaux. Et ça va être la métrique de collaboration, on va dire, centrale, si tu veux. Booké ou réalisé? Booké, aujourd'hui booké, parce que là aussi, qui a la charge de rebooker les no-shows? Tu vois, c'est une question qui est ouverte. Chez nous, la question, elle est encore un peu pending, quoi, on va dire, pas tout à fait adressée. Mais je préfère faire des démos bookées. Et après, dans la collaboration, on va parler des no-shows et on va parler de comment on reboucle le truc, tu vois. Mais je veux pas mettre la démo effectuée parce que là, tout de suite, tu glisses dans un territoire un peu sales de rebooker, etc. Les no-shows, qui va rappeler les no-shows. Donc moi, c'est la démo bookée, la métrique. Du market. La démo bookée du market, tout à fait. Ouais, la démo bookée du market. Après, on va monitorer le no-show, etc. Mais bien sûr. Pour la qualité de la démo. Mais en tout cas, c'est la démo bookée. Ok. Le travail du marketing, c'est de blinder les agendas des commerciaux. Et pour ce faire, le market a créé beaucoup de flow, si tu veux, de flux pour remplir les agendas automatiquement. Et donc, le sales arrive le matin, son Calendly lui a blindé son agenda. Sans qu'il ait rien fait finalement. Donc je la joue comme ça et derrière, donc ça c'est la collab du top management, du management d'ailleurs, donc faire des meetings réguliers, etc. Partager les mêmes définitions et une métrique un peu North Star, quoi, tu vois. Et puis après, énormément de meetings de synchro, beaucoup de routines de synchro. Le lundi, donc moi je fais des meetings weekly business team, donc toutes les équipes sont là et on se fait des scorecards et on partage les métriques ensemble. Comme ça, tout le monde est au fait de ce qui se passe à droite et à gauche. C'est pas siloté et obscur, si tu veux. On a énormément de canaux de remontée, puisqu'évidemment, le marketing fait pas tout bien, les sales font pas tout bien. Ce qui est important, c'est de se remonter les problématiques et essayer de les adresser ensemble. Et surtout pas foutre sous le tapis ou pas les oublier, quoi. Le grand classique, si tu veux. Voilà, et puis après on partage des OKR, des ambitions communes sur des périodes assez longues. L'ambition, la métrique la plus classique, c'est le revenu quand même, hein. Et là-dedans, on va avoir le marketing, les sales et CSM account manager derrière, hein, puisqu'évidemment le sales plante la graine, mais après c'est CSM qui la met dans la terre, si tu veux, et l'account manager qui va arroser, quoi. Mais voilà, notre métrique numéro 1, c'est le revenu, et on va avoir tout un tas d'OKR et de sujets partagés tout au long de l'année pour faire ensemble qu'on collabore pour réussir, quoi, tu vois. Mais voilà, je dirais donc alignement du management, communication, définition, métriques communes, et puis voilà, des projets un peu qu'on fait main dans la main avec des workshops d'équipe mix, quoi, si tu veux. J'ai plusieurs petits commentaires. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth, et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Bon, les définitions, c'est un sujet important. Je voulais juste vraiment en profiter parce que avec Bulldozer, on bosse quand même avec pas mal d'entreprises. Le nombre d'entreprises qui n'ont pas les mêmes définitions pour les mêmes mots, voilà, tout le monde utilise les mêmes termes, personne ne parle de la même chose. C'est beaucoup trop courant. Ouais, bien sûr. Et c'est un énorme facteur d'échec pour beaucoup de boîtes et personne ne s'en rend compte. Donc en fait, je voulais juste bien appuyer sur cette nécessité de s'aligner. Je pense que c'est vraiment un truc important. Et tu vois, ne serait-ce que SQL, c'est des mots bookés et que moi, je te challenge en te disant des mots bookés ou réalisés, mais que tu as une réponse précise à ce truc-là. Est-ce que tout le monde dans la boîte est bien au clair sur, tu vois, et ça, c'est vraiment des points sur lesquels on challenge tout le temps nos clients. Donc, ça, c'était juste ce petit point-là. Et est-ce que tu penses, tu vois, tu disais, bon, market sales, on s'aligne, on parle des sujets, on évite que les trucs ils soient mis sous le tapis. Est-ce que le fait qu'il y ait un rôle chez Mooncard, toi, qui est la vue 360, justement, c'est pas une solution à ce problème-là?
Ah si. Moi, je suis un fervent défenseur de ce poste de CRO, qui est un poste un peu nouveau quelque part. Hein. Ça fait pas non plus 15 ans que ça existe. Et moi, je suis un fervent défenseur de ça. Quelqu'un qui, si tu veux, a tous les leviers, qui est un peu un chef d'orchestre du revenu et de ces différentes métriques, ça me paraît fondamental. Hein. Ouais, tout à fait. Avec à la limite des head-off, si tu veux, derrière, qui vont piloter les équipes. Mais il faut quand même un chef d'orchestre dans tout ça, ça me paraît fondamental. Ouais, bien sûr. Et aussi quelqu'un qui est capable de parler avec, parce que tu vois, on parlait de définition, je fais un petit flashback, mais il y a aussi d'autres équipes en interne. Tu vois, la finance, c'est un putain de sujet aussi. Surtout dans ce sujet. Les équipes finance, quand on valide des budgets, etc., j'ai vu que tu avais fait pas mal de contenu sur le budget entre CMO et finance. Déjà, si on n'a pas les mêmes métriques, on va pas aller loin. D'autant que derrière, nous, on va aller au bout du sujet. On va aller sur du CAC sur LTV, du CAC payback. On va aller vraiment au bout. Si déjà, t'es pas aligné avec la finance non plus sur les définitions, ça peut partir en cacahuète, quoi. Tu vois. Et aussi, autre équipe partenaire aux alentours, ça va être les équipes business operation, hein, donc tout ce qui est CRM, data, etc. Où là aussi, il faut que ça soit aligné, quoi. Donc là, tu pars un peu en collab avec d'autres Codir members, etc. Mais il y a un truc aussi d'évangéliser avec les autres aussi, hein, sur les définitions. Nous, ça n'a pas été toujours le cas. Ça a été l'une de mes premières batailles, ça, hein, vraiment de aligner les définitions et les métriques. Ouais. Dans les différents canaux d'acquise que vous avez, on en a parlé en off avant, mais donc toi, tu as une team SDR qui va du coup générer du rendez-vous. Cette équipe, elle fait partie de l'équipe market, elle fait partie de l'équipe sales? Cette équipe, elle fait partie de l'équipe market parce que pour moi, c'est un canal d'acquisition. En réalité, en sachant qu'il y a deux choses, hein. Tu as SDR et BDR, donc là aussi tout le monde les appelle un peu différemment. BDR pour nous, c'est plutôt ceux qui font du cold call, on pourrait dire. SDR, c'est plutôt ceux qui vont transformer les formes sans démo en démo. Tu vois. Et là, il y en a plein. Tu as l'organique avec des demandes qui arrivent sur le chat. Tu vas avoir des formes. Donc, on a Hello at Mooncard. Tu envoies un mail. Bah, là, tu n'as pas le chemin vers le Calendly, etc. Tu vas avoir des demandes qui vont tomber. Alors, on fait des campagnes LinkedIn où tu n'as pas le lien avec l'agenda Calendly, si tu veux. Et donc, tout ça, il faut les convertir en démo, puisque moi, les sales ne travaillent pas sur des MQL, sur des formes. Ils travaillent que sur des démos. Donc, je vais avoir en interne des SDR qui vont convertir ces MQL en SQL, on pourrait dire ces formes en démo. Et après, j'ai les BDR. Les BDR, c'est un point spécial pour nous, puisque moi, j'ai tout externalisé. J'ai pas de BDR en interne. Il y en a eu par le passé, mais j'ai fait un mouvement pour les externaliser au fil du temps. Et là, maintenant, on a un arsenal tout externalisé, avec des freelances, quasiment une douzaine de freelances, et des agences. Et tout ça, là aussi, j'ai un chef d'orchestre qui s'occupe de tout ce petit monde dans l'équipe. Ok, donc BDR génère de l'intérêt, SDR transforme l'intérêt. Exactement. On va dire ça comme tout ça. Tout à fait. BDR externalisé. Oui. T'as un produit qui est, je pense, facile à comprendre, mais difficile à aborder. Ouais. Je pense qu'il y a un gros sujet sur les BDR qui est comment tu les fais parler de ton produit. C'est quoi tes techniques pour onboarder des BDR ? Alors on essaye de pas trop leur faire parler du produit finalement. En fait, ça, tu vois, on essaye plutôt d'aller leur donner 3-4 key points, tu vois, pour qu'ils convertissent en rendez-vous. Par contre, on a dans l'équipe quelqu'un qui fait du sales enablement, qui s'occupe de former les sales, enfin qui est en lien avec le produit et qui s'occupe de tenir à jour les sales sur les nouveautés produits, le competitor overview, tu vois, tout ce que les autres sortent, les tenir vraiment à jour de ça. On sort des battle cards, on sort des one pagers, on sort énormément de contenu pour que les commerciaux soient à jour. Et ce contenu, bah en fait, on le recycle avec les BDR externes qui ont un parcours d'onboarding comme des sales, hein, finalement à nous. Et on les met dans notre système. On les met dans Salesforce, on les met dans les Slack et c'est comme si c'était des gens de l'équipe. Et donc, quand on met à jour du nouveau contenu pour les sales, eh ben on leur push aussi pour qu'ils soient à jour, si tu veux. Et donc ça, c'est le premier truc. Donc, je dirais plutôt formation initiale continue. Et puis après, énormément d'outils dans lesquels ils sont. Donc, du Aircall, du Mojo. On écoute les calls. Si le sales fait une remontée comme quoi la démo n'est pas bonne, on retrace le chemin et on remonte à l'écoute du call. Et on est capable de passer le call au sales pour lui dire bah finalement tu vois que c'était pas si forcé que ça, c'était plutôt ok. Et on est capable aussi de ne pas payer des démos à des BDR externes ou des agences, tu vois. Ok. L'organisation et les routines à mettre en place avec les BDR, sachant qu'ils sont externes.
Comment t'organises les choses? En fait, c'est assez cocasse parce que tu vois, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on avait quelqu'un en interne qui s'occupait de ça, qui s'occupait un peu enablement plus SDR. D'ailleurs, on l'avait mis sur les 2 rôles. La personne est en train de partir et je suis en train donc de la backfiler, de la remplacer par une free en fait. Donc ça, c'est comme quoi on se simplifie pas la vie. Mais maintenant, j'ai une free qui va me reprendre ce travail-là, donc qui est elle-même externe et qui va s'occuper d'onboarder et de coordonner les externes. Tu vois, c'est une sorte de modèle de collectif en fait qu'on est en train de créer. Complètement. Et si tu veux, le challenge qu'on a, c'est de les garder sur le long terme, en fait, de les garder performants, mais de les garder tout court, puisque comme tout bon freelance, ils ont envie de nouvelles missions, ils peuvent aller au plus offrant, etc. Et donc surtout sur ces métiers-là, qui en plus par nature, de base, par nature, c'est ça, si tu veux. Voilà. Et donc les routines, c'est que on a des weekly meetings comme si c'était des équipes à nous le lundi. On fait le vendredi, on leur envoie un report des performances qu'on partage aux sales d'ailleurs aussi. Et au moins 2 fois par mois, on fait des commandos. Donc où on les fait venir dans les bureaux, où on trouve des moyens de faire des rooms virtuels pour faire une approche spécifique où tout le monde se met au taquet en même temps, ce qui crée quand même l'esprit d'équipe et de cohésion qu'on n'a pas finalement quand on est free. Et là-dessus, on fait des incentives spécifiques pour les chauffer, les exciter encore plus, quoi. Et dans le challenge de les garder longtemps, moi je mets des incentives, des paiements plus ou moins forts selon ton ancienneté. Donc déjà ils ont une rémunération progressive selon le nombre de SQL qu'ils produisent pour les sales. Ouais. Et ensuite si tu veux, ce barème va être augmenté en fonction de l'ancienneté de la personne. Et donc ça te donne envie déjà de performer plus, mais de rester aussi plus longtemps. Et vu qu'en plus là je suis en train de faire monter quelqu'un qui est une ancienne free, en fait je suis en train de créer une sorte de carrière pass pour des free, quoi. Ouais, c'est assez ouf, quoi, mais ouais, c'est un vrai truc. Ça on l'a créé en 2024 sous la forme d'un POC, puisque avant si tu veux, historiquement Mooncard c'était full inbound, organique et paid, hein, très classique. Et début 2024, on s'est dit, la LTV est pas bonne. On signait beaucoup de petits clients, tout petits clients, donc chauffeurs de taxi qui prenaient la carte essence dont je te parlais tout à l'heure. Et en fait, t'avais une LTV pourrie et on rentabilisait plus rien, quoi. Et moi, j'ai récupéré le market en début d'année 2024, en fait, si tu veux. Et le premier mandat que j'avais, c'était améliorer la qualité des leads. Le classique, tu vois, qui t'arrive, tu vois, améliorer la qualité des leads et améliorer le ROI des invests, tu vois, d'acquisition, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, on va avoir du mal en inbound d'aller chercher les boîtes qui nous plaisent le plus, donc les boîtes plus grosses, en fait, hein, comme tout le monde. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, je vais créer ce canal outbound, pur outbound, hein, c'est-à-dire, je vais scraper du fichier, je vais le qualifier, je vais le préchauffer et je vais le confier à des équipes. Et on était en mode POC. D'ailleurs, c'est comme ça qu'à la base, j'ai pris des free pour ne pas prendre trop de risques, embaucher 20 mecs, quoi. Ouais. Et là, 2025, maintenant, ça va être, on va fixer ce dispositif-là et faire du all band, en fait, on pourrait dire, où on va faire du warm call, tu vois, on va aller beaucoup plus loin. Mais le premier challenge, c'est de fixer et de solidifier cette organisation. Et c'est, tu vois, je t'ai raconté un peu tout ce que j'essaie de mettre en place, mais c'est un vrai truc, hein. C'est plus dur que de l'interne, hein. Plus dur que de l'interne, t'as pas tu vois, t'as moins de contrôle quand même sur les forces humaines, quoi, tu vois. En particulier sur l'activité call, etc. Pour moi, c'est vraiment une activité où en plus le fait de te sentir en équipe, d'être en physique avec les gens, etc. T'as besoin de cette énergie, t'as besoin de. Bien sûr. C'est un métier où il y a beaucoup d'émotions, en fait. Bien donc le fait de pas pouvoir vraiment les partager, c'est quand même particulier. C'est un métier de courage, hein. C'est je suis d'accord. Un métier où il faut être hyper ténace, tu vois, garder la motivation. Et voilà, nous on fait comme ça, mais c'est le principe des collectifs, hein, en fait. Hein, 100%. Je sais même pas si ça existe les collectifs de BDR ou de SDR comme ça. Je connais pas. Peut-être qu'on est en train d'en créer un, mais dans un format totalement Frankenstein, tu vois. Mais voilà, donc ça, c'est là-dessus qu'on bosse, quoi. Mais c'est passionnant, hein. Alors on a parlé du challenge un peu interne-externe, mais là maintenant vous êtes pas qu'en France, vous êtes dans d'autres pays. Le challenge global versus local, comment vous le gérez ? En fait, chez Mooncard, si tu veux, on a bien créé des phases de vie, des phases de croissance, comme un enfant, si tu veux, pour les pays. Et donc, nos pays sont classés dans des étapes de leur vie. Donc, alpha, bêta, gamma, oméga, si tu veux, pour faire simple. Et selon la phase dans laquelle ils vont avoir plus ou moins de moyens et ils vont avoir une organisation plus ou moins spécifique.
La phase de lancement, si tu veux, on est depuis Paris, on met pas de budget market, on achète des fichiers froids, quoi, et puis ils se débrouillent. La phase la plus chaude, on a un country manager avec des bureaux sur place, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de pays qui sont arrivés à la phase de maturité, donc on n'a pas de bureau ouvert dans les pays. Tout le monde est à Paris. Et en fait, ils sont intégrés aux équipes, ils sont dilués dans les équipes. Il n'y a pas d'équipe, comme les marchés publics, tu vois, il n'y a pas d'équipe dédiée sur Italie, Espagne, etc. Pour l'instant, tout le monde est dilué dans les équipes. D'accord. Mais on a des pays qui sont arrivés à maturité pour avoir un customer service de la langue. Tu vois, on est très fort sur l'Italie. On a un customer service Italie, on a des account managers, des CSM Italie, etc. Par contre, des pays un peu plus jeunes comme les Pays-Bas, eux, c'est en anglais en fait. Tout se passe en anglais, il n'y a pas de com dans la langue, etc. Tu vois. Donc, on n'a pas le sujet, moi je l'ai connu dans d'autres boîtes, le sujet central local, chez TripAdvisor, chez La Fourchette, où c'était la guéguerre, du central, du local. Chez Mooncar, on n'en a pas trop ce problème-là en fait, encore aujourd'hui. Ok. Et même d'un point de vue contenu, tu vois, traduction des contenus, tout ça. Du coup, ces sujets-là sont directement gérés par l'équipe centrale. On avait des budgets traduction et on utilisait pas mal de budgets traduction, si tu veux. Là, on fait pas mal bosser les équipes internes. Donc, c'est pas terrible, mais on les fait bosser. Ouais. Enfin, en tout cas, on les fait vérifier. Après, maintenant, tu as des méthodes pour traduire. Bah oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Tu as des méthodes. Bon. Tu prends un peu d'IA dedans, tu traduis les contents, tu leur fais rechecker que ça soit bon, ça passe, quoi, tu vois. Maintenant, sur les sujets de traduction, l'IA, c'est quand même un use case, c'est sécurisé. Ouais, je veux dire. Et à l'époque, on avait à l'époque, je sais pas, moi j'étais pas dans la boîte, mais en 2023, quand je regardais les budgets market, il y avait des gros budgets de traduction. Et là, maintenant, il y en a plus. Enfin, je peux dire, c'est IA et l'équipe contre-check ce qu'on produit, quoi. Mais... Du process, de l'IA au milieu, et puis derrière, on déroule. Après, c'est plus Sux dans le product, en fait. Tu vois, sur les newsletters, genre de choses, c'est OK. Par contre, dans notre product, donc tu as le website qui est administré par HubSpot, c'est un CMS très classique, c'est le market qui l'administre. Mais dans le produit même, dans le SaaS, là, c'est un peu plus chiant, par contre. C'est un peu plus chiant. Donc là, on revient sur les phases de vie alpha, bêta, gamma. Et donc, tu as italien, anglais, français. Tu vois, les autres pays n'ont pas néerlandais, etc. Parce que l'Italie a passé ce cap. L'Italie a passé sa phase de croissance, tu vois. Et là où c'est encore plus... là où c'est Sux, par contre, c'est le SEO. Parce que, enfin voilà, tu vois, tu perds quand même des points de SEO quand t'es pas dans la langue, etc. Et ça, on a pris le parti de l'accepter, quoi. Mais ce qui est un peu un cercle vicieux, parce que du coup, tu peux ralentir aussi la phase de développement du pays. Donc là, c'est des arbitrages, quoi. Mais en tout cas, l'Italie, on investit dessus. Après, c'est assez excitant pour les équipes qui sont pas encore dans les phases de vie importantes. Oui, du coup, t'as le challenge. T'as des milestones, tu vois. Les gars, il vous reste X à faire et vous atteindrez le milestone et vous aurez des budgets, etc. Donc, t'as un effet un peu vertueux là-dedans. Et ce qui est aussi vertueux, c'est que t'as un deal avec les équipes et que les équipes passent pas leur temps à dire pourquoi on n'a pas de budget, pourquoi on n'a pas ci, pourquoi on n'a pas ça. En fait, les gars atteignaient la phase de croissance qu'on a dealé, quoi, tu vois. Ce qui est assez vertueux dans tous les sens du terme, quoi. Ok, donc ce deal est connu de tout le monde. Ce deal est connu de tous, tout à fait. Mais c'est un driver de management. Tu vois, tu peux être dans des réunions en disant, avec des graphiques un peu malins, tu peux dire, il vous reste X pour atteindre la prochaine phase de croissance et avoir plus de moyens, etc. Donc c'est connu, bien sûr. Et c'est peut-être une question que je rentre un peu dans les détails, mais je trouve ça assez intéressant comme sujet, mais c'est des niveaux de croissance, c'est-à-dire c'est l'angle de la courbe qui fait foi, ou c'est le niveau de MRR généré sur la zone, par exemple ? C'est le niveau de MRR, grosso modo, qui en fait détermine tout. Enfin, tu vois, c'est même le NRR, en fait, je dirais, plutôt. Mais ouais, le MRR, c'est le juge de paix, en fait, finalement. C'est la North Star. C'est la North Star, et pas le MRR, d'ailleurs, je dirais plutôt le NRR, quoi. Mais parce que bon, faire du MRR, tu vois, qui crame à la date anniversaire. Donc plutôt le NRR, je dirais. Mais ouais, c'est plutôt ça. Et après, on va au-delà, parce que dans les équipes customer que je peux avoir, la satisfaction client, elle est pilotée de partout, en fait, si tu veux, et pour justement adresser le churn, le NRR. Mais on a beaucoup de métriques, quand même, pour suivre ça. Mais la North Star, c'est l'ARR plutôt, avec une grosse photo sur le NRR, quoi. Ouais, ok. Toi, t'as un truc que je trouve intéressant avec ton profil, c'est que t'as un profil très polyvalent. Bon, toi, on n'a pas parlé de ton parcours en intro, mais donc tu as fait La Fourchette, Frishti, Fresh Cancan, Mooncard. Systématiquement des boîtes très grosse croissance, ça pousse dans tous les sens, voilà. Des gros challenges organisationnels et machin, enfin bref. Le chaos.
t'as connu pas mal de chaos et j'ai l'impression que c'est vraiment ta zone de génie. Et du coup, tu vois, moi, ça m'intéresse de comprendre. Et là, on voit bien, en fait, dans ton rôle, en fait, t'as un rôle très 360, en fait. C'est limite rôle entrepreneur, tu vois. T'as parlé des sujets financiers, t'as parlé des sujets product. Donc, tu vas au-delà des sujets qui te concernent directement. C'est quoi les éléments sur lesquels, toi, tu fais le focus, sur lesquels tu vas concentrer tes efforts, ton regard pour t'y retrouver dans ce chaos? J'ai fait pas mal de part-time aussi quand même pendant 5 ans. Oui, donc, en plus. J'ai eu l'habitude d'avoir des missions d'ailleurs assez coup de poing, on va dire, dans les boîtes avec, tu vois, de toute façon c'est toujours à peu près les mêmes problématiques. Hein, c'est je veux lancer un produit, je veux lancer un pays, c'est quoi le playbook, aide-nous à faire ça, quoi. Ça va être il y a un manager qui part, enfin tu vois, il y a un manager qui est pas là, il y a une équipe qu'il faut renforcer, tu arrives, et puis pas mal de sujets autour des PNL, hein, quand même. Moi j'ai plutôt un background finance, donc en plus je suis assez à l'aise et assez féru de tous ces trucs là, et donc ça va être redresse le PNL, tu vois, on va regarder les costs, le revenu, donc je fais pas mal ça. Et du coup, dans les boîtes, souvent j'ai des territoires assez larges et ça me plaît bien puisque je m'ennuie assez vite et je suis un peu hyperactif. Donc j'ai besoin d'avoir pas mal de trucs et puis j'ai besoin aussi d'avoir le contrôle, je pense. Donc voilà, donc ça c'est un peu le côté psychiatrique, quoi. Mais dans le playbook pour gérer le chaos, on pourrait dire qu'il y a un gros truc de management, d'alignement des équipes. C'est hyper important. Enfin, sans équipe, tu vas pas loin, évidemment. Donc, la vision, tu vois, un peu tout le sujet de que la vision soit claire, partagée, que les métriques nous permettent de suivre où on va, me paraît fondamental. Et ce fameux sujet des OKR, moi je suis assez féru d'OKR, quoi. D'OKR, tu vois, un peu équipe business, puisque j'ai pas la main sur toute la boîte, mais toutes les équipes autour de moi. Et puis derrière des OKR d'équipe avec des milestones de quarter, tu vois, donc très cadré par des points de passage comme ça assez courts, pour qu'on puisse y arriver avec des OKR hyper précis en fait finalement. Donc ça c'est ma méthode, tu vois, cadrer une grande vision sur 3 ans, cadrer un OKR annuel qui va être entrecoupé de milestone quarter, tu vois, donc bien cadrer, je dirais, ce côté management, et puis m'appuyer à fond sur les gens. Enfin, je pense que c'est hyper important, être très proche des équipes, être quand même beaucoup dans l'humain. Et puis après, de toute façon, c'est un peu la même chose. C'est essayer de d'équilibrer le côté bullish, tu vois, on y va, on fait de la croissance, avec le côté, tu vois, rester pas cramer pas burner trop de cash, respecter le plan, le deal qu'on signe avec la finance, partager les projets avec les autres équipes et pas être trop pushy sur des trucs que tu veux lancer, là où tu vas avoir de la dépendance avec les autres. Donc voilà, donc c'est plutôt être ambitieux et pousser en restant quand même, tu vois, équilibré et pas devenir complètement fou. Et je pense que c'est ça, tu vois, dans le chaos, c'est surtout de garder le calme, je pense, tu vois, parce que t'as vite fait d'avoir des équipes, j'en ai vu plein, des équipes qui pétaient un câble, même du top manager, qui avaient tendance à siloter, à se remettre avec ses équipes dans son truc. Et je pense qu'il faut garder son sang-froid, prendre un peu de hauteur et garder bien la collab avec les autres équipes, quoi, tu vois, je dirais. Ok. Les OKR, ça a l'air d'être un point très important et je pense que trop peu de personnes savent fixer correctement des objectifs. T'as des astuces là-dessus? Nous on fait en entonnoir, hein, donc on commence avec le codir, où grosso modo on a un travail où chacun va lister, enfin on a pas mal de workshops sur des grandes périodes, semestres, hein, grosso modo, enfin plutôt annuel, où chaque codir va définir ses grands sujets, si tu veux. Et la première chose déjà, c'est voir si ça match avec celle des autres, quoi. Tu vois, si tu commences à faire des projets, tu vois, je sais pas quoi, sortir X features pour faire de l'upsell, quoi. Évidemment, si ton product il a pas prévu de sortir des features, tu vas avoir un problème, quoi. Je te fais un exemple simple, mais oui. C'est quand même, je l'ai déjà vu, quand tu vois ce genre de truc. Donc déjà s'aligner un peu ensemble sur des grandes ambitions et voir si les synergies fonctionnent au niveau du codir. Et puis ensuite, une fois qu'on a déjà dealé ça, en fait, moi, je travaille beaucoup avec les équipes, donc je vais retravailler beaucoup de workshops, beaucoup avec le middle management, tu vois. Et ensuite, on va définir des objectifs, on pourrait dire, et des sous-objectifs. Donc, tu vois, hyper important, et puis des metrics. Donc, on part toujours de la baseline de nos achievements.
et on se donne des ambitions de chiffres, quoi. Tu vois, assez basique, hein, mais surtout, ce qui est important, c'est l'animation, je pense, parce que t'as vite fait, et ça, j'en ai vu aussi. Tu fixes des OKR, ils passent à la trappe, et après, t'es dans ton run, et tu passes au travers. Et je pense qu'il faut les faire vivre. Tu vois, en Lens, on en parle. Moi, dans toutes les réunions d'équipe, j'en parle. Je mets les incentives, les compensation plans sur les OKR, moi, d'ailleurs. Et voilà, donc t'as un truc où faut le faire vivre, et surtout bien s'aligner entre les équipes, je dirais. Ok, le fait de communiquer de manière régulière sur les OKR, ça je pense qu'effectivement c'est un point important. Le objectif quantitatif versus qualitatif, ou de livrable, tu vois, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que tu équilibres là-dessus ? Ça dépend des équipes, mais sur du market, je te fais le spectre des compensation plans, d'accord, des primes, comme ça c'est le plus simple. Sur des équipes market grosses, on va être plutôt à 70% de metrics, 30% projet. Ok. Tu vois, on est en train d'implanter des trucs, on est en train d'implanter Cargo, là on est en train de faire pas mal de je sais pas si tu connais cette solution qui est vraiment assez stylée, d'ailleurs, Cargo. On est en train d'implanter ce genre d'outils. Ça va plutôt être du projet, mais il va y avoir 70% de metrics, tu vois. Après, sur des équipes type CSM, on va être sur à peu près plutôt 50-50. Tu vois, parce que sur la partie CSM, il va y avoir du contenu à revoir, des contenus de formation, donc tu vois, il va y avoir ce genre de choses. Sur les sales, on est plutôt à 100% de metrics, tu vois, mais ça dépend des équipes. Mais en tout cas, j'essaye toujours d'avoir pour le management, toujours des projets quali et du quanti. Mais pour le management, ça peut être 50-50 quand même. Parce que je veux qu'ils build, tu vois, les choses qui vont nous permettre d'atteindre les OKR, quoi. Et l'équilibre entre les OKR sont construits directement par les équipes et j'impose directement les OKR aux équipes, c'est quoi le bon équilibre ? En fait, on impose les grandes lignes. Donc, tu vois, l'ARR, on va l'imposer, en fait. On va pas discuter. Et les grands chemins vers l'ARR, on va quelque part un peu les imposer, puisqu'on se sera déjà calibré avec le CODIR sur les choses qu'on est capable ou pas de faire. Et voilà, donc déjà ça, on va plutôt imposer un terrain de jeu, un cadre. Mais après, les équipes, moi, j'aime beaucoup les faire bosser sur c'est quoi vos idées et les chantiers qu'on pourrait entreprendre pour y arriver, tu vois. Et là, les équipes vont être beaucoup plus libres. Et je vais challenger ça plutôt. Et après, on s'alignera sur les metrics si l'addition finale fait l'ARR qu'on souhaite, quoi, tu vois. Et OKR individuel par équipe ? En fait, tout, en fait, si tu veux. Alors, pour les individus, plutôt management, hein, quand même. Donc, OKR individuel pour des managers. Et les contributeurs, on va dire, elles peuvent avoir des OKR individuels, ouais. Et okay. En fait, c'est des objectifs, hein. On dit OKR, ça peut faire bien, mais en fait, c'est des objectifs, tu vois, individuels. Qui sont au service de l'OKR d'équipe. Enfin, tu vois, c'est un peu une poupée russe, hein, je pense. Complètement. C'est un bon exemple. Ok. Mais je trouve que c'est hyper. Je trouve ça hyper rassurant pour les équipes. C'est peut-être moi qui suis un vieux con, mais moi, j'aurais bien aimé avoir des OKR assez précis par mes managers quand j'étais plus jeune. Je sais pas, je trouve ça hyper cadré, hyper clair. Et avec un accès à la data simple, parce que si au plus t'as des OKR mais la data tu sais pas où la trouver, t'es aveugle, là aussi ça marche pas, tu vois. Il faut que la data elle puisse être manipulée par les équipes. On les forme beaucoup sur la gestion de la data chez nous, dans le CRM, et après on a des BI, hein, donc on les forme à faire des requêtes SQL, etc., hein, pour qu'ils soient autonomes, vraiment aller taper dans la base de données, faire leurs propres métriques et tout, quoi. J'insiste sur ce sujet des OKR, mais je pense que c'est un vrai gros sujet pour beaucoup de personnes en market, et voilà. Question, c'est il faut combien d'OKR par personne ou par équipe pour que, tu vois, ce soit le bon niveau de challenge, mais pas décourageant. Enfin, ça, c'est un sacré challenge, parce que plus je vieillis, plus je suis calme sur ces sujets-là, mais j'ai pas mal la tendance à donner des objectifs assez chauds à atteindre. Tu vois, les gens faisaient 90%, c'était super. Je me suis quand même pas mal calmé là-dessus. Et du coup, je pense que 3 OKR me paraissent bien. Tu vois, 3 à 4 OKR sur l'année, hein, j'entends. Par équipe, peu importe le niveau. Par équipe, on pourrait dire le market, si tu leur donnes 10 OKR, ils y arriveront pas. Par contre, dans les 4 OKR, il y a des sous-objectifs. Tu vois, donc je suis pas... J'adore. Tu vois, et voilà, non, mais je pense que... Oui, mais c'est des objectifs intermédiaires où tu te dis, c'est des étapes. Ok. Mais ouais, 4 grands chantiers, ça me paraît bien déjà. Et c'est déjà ambitieux, hein. C'est chaud, hein.
Et voilà, 4 grands chantiers, bien connus, avec des datas qui sont accessibles et bien pilotées, ça me paraît pas mal. Ok. vois. Ouais, et tu vois, je reviens sur ce que tu disais avant sur il y a le côté un peu rassurant des OKR, etc. Moi, je pense qu'il y a aussi un gros sujet qui est... En fait, je pense que c'est une des grosses vertus des objectifs et on n'en parle pas suffisamment. C'est le fait que c'est un super outil de communication interne. Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, si tu connais mes objectifs, si tu connais les objectifs de Pierre, Paul, Jacques, etc., en fait, tout de suite, tu as compris où est-ce que moi j'allais mettre les efforts. Tu as tout de suite compris, moi, c'était quoi mon rôle. Et je trouve que c'est un super outil de communication. Tout à fait. Et ce n'est pas assez utilisé de cette manière-là. Tout à fait. Et c'est un très bon outil de pushback au marketing aussi. Si ce n'est pas dans mes OKR, en fait, j'ai le droit de te pushback et c'est pas dans nos prios de l'année. Tu vois, et ouais, c'est clair, c'est un super outil. Et c'est un très bon outil. Alors, tu vois, je reviens à ta question d'avant, combien d'OKR? Parce que je pensais à ça en même temps, là, et je me disais 4 OKR. Donc, ça paraît simple, tu te dis un OKR par quarter. Mais en fait, est-ce qu'on fait un OKR par quarter et on prio? Tu délivres un, puis après tu fais 2, ou tu fais les 4 en même temps. Et tu vois, ça, c'est un... Tu vois, 4 OKR, moi, j'ai plutôt tendance à faire les 4 en Q1, les 4 en Q2, et tu vois, et ça, ça peut être un débat. Et ça peut être un de mes travers, tu vois, aussi de vouloir tout faire en même temps pour aller vite, alors que d'autres collègues chez Mooncard ou que je connais par ailleurs vont plutôt dire, on fait d'abord le step 1, puis après le step 2. Et moi, j'ai tendance à faire... Il y a des stratégies différentes autour des OKR. Et après, moi, je pense qu'il faut plutôt faire les 4 OKR avec un morceau en Q1, puis un autre morceau. Je fais plutôt comme ça. Tu vois, je suis plutôt comme ça, mais ça, c'est parce que t'es bullish un peu comme moi, mais peut-être. Il y en a d'autres qui font d'abord le 1, puis après le 2, etc. Tu vois. Moi, je pense qu'il y a un autre sujet qui est, surtout sur les enjeux business, il y a des interdépendances dans tout ce que tu fais. Tout à fait. Et je trouve que le fait de fonctionner en je fais 100% du 1 d'abord, etc., c'est un peu mettre de côté ces interdépendances. Bien sûr. Et en fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Tout à fait. Ah, je suis d'accord. Et pour moi, il y a le fait de les travailler les 4 en parallèle, ça crée du momentum sur les 4. Tout à fait. Et le fait de les traiter de manière séparée, en fait, tu créeras jamais ce momentum-là. Tout à fait. C'est un peu ma vision. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas partagé par tout le monde. Oui. Ils vont dire prio, tu vois, soit focus, fais ton OKR 1, be focus, tu vois, le classique. Non, mais je vois très bien, Et moi, j'ai plutôt tendance à be bullish, quoi. Tu vois, be bullish, et en gardant de l'organisation, et voilà. Mais j'ai d'autres collègues qui font pas ça. C'est 1, puis 2, puis 3, puis 4. Ouais, ok, intéressant. Et je pense qu'il est là le challenge, c'est comment tu les déroules et comment tu les fais vivre, en fait. Oui, mais là, du coup, on rentre dans le challenge de l'humain. Ouais, tout à fait. Et ça, ce sera, quoi qu'il arrive, un challenge dans les organisations. Tout à fait. 2025, c'est quoi le plan pour Mooncard? C'est quoi les challenges? 2025, on va attaquer cette partie gré à gré sur le marché public. Ouais. On est très ambitieux sur les marchés publics en 2025. En fait, c'est un blue ocean, en fait, les marchés publics. On veut aller évangéliser, donc je te dis, auprès des mairies en direct. Donc ça, on va vraiment beaucoup attaquer là-dessus. Mais en même temps, on va garder le focus sur les marchés privés en se recentrant bien sur les PME, tu vois, qui sont notre cœur de business. Donc 30-300, quoi, tu vois, un peu un scope assez large. Et à cet égard, on va stabiliser notre dispositif outbound, voire allbound, comme je te disais tout à l'heure. On va aller chercher la rentabilité, ce qui est quand même l'objectif numéro 1 de la boîte et de beaucoup d'autres sur le marché. Donc avant l'été, surtout en 2025. Le marché, enfin l'écosystème, c'est qu'il faut être break-even. On n'est pas loin, nous déjà, donc ça c'est super. Et donc c'est notre premier objectif. Donc et là tu t'adresses tout en même temps. Là dans le genre OKR, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est ce que j'allais te dire. Dans le genre OKR, c'est tu vas augmenter ta top line, optimiser les costs. Donc il n'y a pas mieux en fait quelque part. Et puis voilà, et puis continuer de faire de l'innovation. On est une boîte qui innove beaucoup, avec des moyens peut-être plus petits que d'autres acteurs qui sont dans le même écosystème que nous. Mais par contre, on sort des features en les analysant très fort au niveau de l'usage et de l'impact. Et on est très proche de nos clients, beaucoup d'interviews avec les clients. Donc, continuez là-dessus. Et moi, dans mes OKR perso, je sais parler avec les clients, surtout continuer de parler avec les clients, parce qu'on a vite fait de partir dans notre délire OKR, lead gen, machin. Mais en fait, juste, il faut parler aux clients, rester, dans ta bulle tu vois. Et là, sur le premier quarter, mon OKR, c'est de parler avec le top 50 des clients, quoi. Tu vois, aller vraiment parler avec eux, creuser le truc. Voilà, donc ça c'est rester proche des clients, innover, marché public, marché privé et surtout la rentabilité qui est le truc le plus important, quoi, tu vois, aujourd'hui.
Excellent. Et c'est déjà pas mal. Ouais, ça fait déjà pas mal. déjà pas mal. Bah écoute, merci Mathieu pour C'est un tout plaisir. ça. Et puis pour les personnes qui ont envie de te contacter, on les envoie sur LinkedIn. Oui. Et bah voilà, on les envoie sur LinkedIn. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore maintenant l'épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à partager. Et on se retrouve très vite. À plus. Salut. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!